Le journal américain Politico a publié un projet de jugement de la Cour suprême des États-Unis qui reviendrait sur le droit à l'avortement, de quoi déclencher de très nombreuses réactions dans la classe politique américaine et internationale, alors même que la décision officielle n'est toujours pas rendue. C'est une nouvelle preuve de l'importance de cette décision pour la société, et le jeu d'influence, ou plutôt le combat qui se déroule sous nos yeux, nous montre que le débat sur l'avortement n'est pas terminé et ne s'arrêtera certainement pas avec cette décision de la Cour suprême à venir. On vous en dit autant que possible ce soir dans Le Droit en débat avec Grégoire Pupinck, directeur de l'ECLJ. Le Droit en débat avec l'ECLJ sur RCF Alsace. Grégoire Pupinck, certains auditeurs ont certainement pu lire dans la presse que la Cour suprême pourrait annuler ou revenir sur le droit à l'avortement aux États-Unis. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas complètement vrai. D'accord. La Cour suprême il y a un projet d'arrêt qui a fuité à la Cour suprême et qui supprime l'obligation faite aux États fédérés américains de légaliser l'avortement. En fait, c'est ça le résultat de ce projet d'arrêt. Donc, les États peuvent ou non légaliser l'avortement. Les États fédérés américains, les 50 États, sont plus ou moins libres d'adopter la réglementation qu'ils souhaitent. Le but fondamental de ce projet d'arrêt est de rendre au peuple, c'est ce que dit le texte, rendre au peuple et à ses représentants le pouvoir de se gouverner en la matière, parce que c'est une question qui est sensible, une question qui est difficile, qui est toujours débattue, qui est toujours hautement polémique entre les États. Et les juges estiment qu'il n'y a rien dans la Constitution américaine ou dans l'histoire juridique et constitutionnelle américaine ou dans les précédents, c'est-à-dire la jurisprudence de la Cour suprême, qui garantissent, qui puissent asseoir l'existence d'une obligation à légaliser l'avortement, qui plus est jusqu'au seuil de viabilité. Aux États-Unis, la dernière décision légalisait l'avortement jusqu'à 24 semaines. L'avortement, c'est quasiment sur demande. Parce que c'est ça la situation actuelle aux États-Unis, c'est que la Cour suprême a rendu une décision qui oblige en fait les États à garantir. Alors la Cour suprême, en fait, en 73, puis en 92, a adopté deux décisions qui ont littéralement créé un droit nouveau à l'avortement au titre de la Constitution. Mais un tel droit, en fait, se traduit par une obligation faite aux États américains de légaliser l'avortement, selon des modalités qui ont été décrites par les juges eux-mêmes. Et c'est là où on voit que les juges ont fait œuvre en fait de législation. Ils ont dit d'abord en 73 que l'avortement pouvait être légal, pratiqué pendant tel temps de mois, à telles conditions. Ils ont écrit quasiment la loi. Or, ce n'est pas le rôle du juge. Et là, très clairement, le projet d'arrêt dit à plusieurs reprises que la Cour a usurpé le pouvoir du législateur, a court-circuité les processus démocratiques en imposant une opinion et une pratique, l'avortement, qui n'est pas contenue dans la Constitution. Alors la Cour, le projet d'arrêt ne dit pas que l'avortement est contraire à la Constitution. Attention, donc voilà, il n'y a pas d'abolition de l'avortement comme il y a pu avoir en Pologne en 2020, s'agissant de l'avortement eugénique, qui a été jugé incompatible avec la Constitution. Là, le projet d'arrêt ne dit pas que l'avortement est incompatible, il dit juste qu'il n'y a rien dans la Constitution américaine, au sens large, qui permette d'affirmer l'existence d'une obligation pour les États de légaliser l'avortement. C'est une question qui doit être tranchée par le peuple et ses représentants au niveau fédéral et au niveau des États fédérés. Alors je reviens juste sur ce projet d'arrêt pour bien clarifier. Il a été il a fuité dans la presse, le journal Politico se l'est procuré. A priori, c'est bien un document authentique, un document de travail écrit par le juge conservateur. Ce n'est pas la décision finale du tout. Que risque la personne qui a fait ça ? Enfin, pourquoi est-ce que ce projet a fuité en fait ? Qu'est-ce qui a Bon, nous ne sommes pas dans la tête de la personne qui a fait ça. Bon, c'est un acte frauduleux, un acte grave qui porte gravement atteinte à la réputation même de la Cour suprême américaine, à la justice. C'est absolument inenvisageable. La personne qui a fait ça a trahi son serment. Elle risque, je pense, une peine très grave. Pourquoi ont-ils fait cela ? Eh bien, probablement, c'est un geste désespéré pour essayer d'influencer les juges de la Cour suprême en provoquant un scandale mondial. Je pense que c'est évidemment ce qu'ils veulent faire pour aussi activer l'administration Biden à adopter des mesures qui permettraient de contourner
cette décision de la Cour suprême. Donc on voit bien là que, en agissant ainsi, la personne qui a fait cela et ceux qui ont utilisé ensuite ce texte, en fait, ne respectent pas le processus judiciaire. On le savait déjà, puisque M. Biden avait même aussi envisagé, en perspective de ce jugement, de modifier la composition de la Cour suprême en augmentant le nombre de juges pour renverser à son profit la majorité de la Cour suprême. Donc voilà, donc c'est une manipulation politique qui malheureusement porte atteinte à la Cour. Toutefois, dans le projet d'arrêt, c'est intéressant, les juges écrivent déjà, en tout cas le juge Alito, qui est le rédacteur, écrit que oui, ils sont conscients qu'une telle décision peut avoir des conséquences importantes sur l'opinion publique. Mais que eux, leur job, ils disent it's our job, leur job, leur travail, c'est de vérifier la constitutionnalité d'une loi. C'est tout. C'est pas de porter un jugement par rapport à l'opinion publique. Rien n'empêche ensuite le débat démocratique et public de se faire et éventuellement d'aboutir à une loi sur l'avortement. Mais les juges disent non, dans la Constitution américaine, dans l'histoire constitutionnelle et dans les précédents américains, il n'y a aucun fondement à l'affirmation d'une obligation de légaliser l'avortement, qui plus est jusqu'à 24 semaines. Ça, c'est vraiment la cohérence de la décision sur laquelle je voudrais revenir avec vous, puisque vous avez lu ces 100 pages, hein, c'est ça, de décision. Est-ce que voilà, ce projet, ça reste un projet, c'est pas définitif, ce sera certainement amendé, on ne sait pas. Mais est-ce qu'il vous paraît déjà plus cohérent, attaquable ou critiquable par rapport à la décision sur laquelle il revient Non, il est d'une grande rigueur intellectuelle. Pour dire la vérité, c'est assez fastidieux parce qu'il rentre vraiment dans tous les détails, ce projet, et il analyse au scalpel les deux décisions, donc Roe de 73 et Casey de 92, et il en montre toutes les erreurs factuelles, les erreurs juridiques, les insuffisances, le caractère aussi impraticable, le caractère arbitraire aussi, le fait que le juge se soit mis à la place du législateur, et surtout il montre qu'il n'y a pas dans l'histoire américaine d'arguments qui permettent d'affirmer que la Constitution contienne un droit à l'avortement. Donc ça, c'est imparable. Ils ont bien montré aussi la légèreté des arguments de la Cour suprême à l'époque, qui par exemple invoquait la pratique de l'infanticide à l'époque romaine, à l'appui de la décision de légaliser l'avortement en 73. Enfin, vous voyez, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc il montre bien, il se moque même presque parfois un petit peu gentiment de la légèreté et des arguments, en disant bon, quand même, là c'est quand même un petit peu trop tiré. Donc voilà, non, c'est très sérieux à tous les niveaux, donc 3 niveaux d'analyse, le texte de la Constitution, sa signification, l'histoire juridique, légale, constitutionnelle américaine depuis le 18e. Donc bien sûr, l'avortement a toujours été considéré comme un crime, mais jamais comme un droit, donc ça ils l'observent, c'est évident. Et puis ensuite, ils analysent les précédents, donc ça veut dire la jurisprudence, donc les affaires Roe et Casey, et là, ils constatent que ces affaires, en fait, sont contraires. Ces jugements ne reflètent pas la Constitution américaine, et donc ils corrigent cette jurisprudence. Alors évidemment, les promoteurs de l'avortement avaient beau jeu jusqu'alors, puisque ils avaient comme un monopole, ils avaient un droit garanti d'imposer l'avortement aux États fédérés. Il faut quand même savoir qu'il y a 26 États sur 50 qui sont intervenus à l'appui donc du renversement de ces jurisprudences. La jurisprudence qui impose l'avortement, c'est ça. Voilà, donc 26 États sur 50, donc on voit bien que c'est toujours un sujet débattu. Et alors, face aux réactions qu'il y a eu dans la presse en France, vraiment radicales, on va dire, très, très contestataires, se disant que vraiment cette décision, ce projet de décision était vraiment terrible, j'aimerais qu'on le remette en perspective quand même par rapport à la situation en France et même la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'en fait, l'affaire déjà dont il est question, il s'agit d'une loi du Mississippi qui voudrait restreindre l'avortement à 15 semaines. Oui. Or 15 semaines, c'est déjà plus que le maximum pour l'avortement en France à la demande. Oui. Alors est-ce que vous pourriez comparer un petit peu ce projet de décision par rapport à la Cour européenne des droits de l'homme et la situation en France en fait? Alors bon, donc premièrement, il faut se souvenir qu'aux États-Unis, les deux jurisprudences antérieures étaient très larges et très vagues sur l'avortement, et si bien que l'avortement
jusqu'à 24 semaines peut fréquemment être pratiqué aux États-Unis et parfois même plus tard. On se souvient de la pratique des avortements pendant l'accouchement. Partial birth abortion, ça veut dire avortement pratiqué durant l'accouchement. Oui. Tant qu'il y a encore un membre de l'enfant dans le corps de la mère, on peut le tuer. Donc une pratique extrême et barbare. Les juges de la Cour suprême ont qualifié l'avortement tardif de barbare, ce qui est vrai. Eh bien, donc on a déjà un contexte différent. Alors cette loi du Mississippi décide de ramener à 15 semaines le délai de l'avortement légal sur demande, ce qui est plus effectivement que la moyenne européenne qui tourne autour de 12 semaines. Donc en soi, ça ne devrait pas être un scandale en Europe. Ensuite, sur le fond des arguments, eh bien, on peut dire que ce projet d'arrêt s'aligne avec les positions de la Cour européenne des droits de l'homme sur deux éléments essentiels. Il n'y a pas de droit à l'avortement, par principe. Il appartient aux États de légiférer en la matière. Donc ça, c'est la même position. C'est ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme. C'est ce que dit la Cour européenne actuellement, et c'est ce que dit la Cour suprême dans ce projet d'arrêt. Donc c'est la même position, absence de droit à l'avortement, absence d'obligation de légaliser l'avortement, parce que de toute façon, ça irait contre un certain nombre d'autres principes. Par contre, les États peuvent, dans une certaine mesure, plus ou moins librement, légiférer en la matière. Donc je fais vraiment le parallèle. La Cour européenne des droits de l'homme actuellement dit qu'il n'y a pas de droit à l'avortement au titre de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, le projet dit, la Cour suprême dirait, il n'y a pas de droit à l'avortement dans la Constitution américaine. Exactement. Et il appartient aux États fédérés pour la Cour suprême et aux États membres européens pour la Cour européenne de légiférer en la matière. Autre élément semblable, identique même, et essentiel, c'est la question de la vie privée, de la privacy, ou de l'autonomie. La Cour suprême américaine avait fondé ce prétendu droit à l'avortement dans la liberté, d'abord, duquel était déduite la protection de la vie privée, et de laquelle était déduite, on va dire, la protection de l'autonomie individuelle. Cette définition, donnée par l'affaire Casier de 92, était très large. Elle disait, finalement, la vie privée, c'est la capacité à avoir sa propre croyance sur le sens de la vie, le cosmos, enfin, des choses vraiment très très larges et générales, et que donc, finalement, les mystères de la vie, et donc, finalement, de cela, découlait un droit à prendre une décision sur soi-même, ce qui est assez vrai s'agissant de l'autonomie, mais les juges avaient appliqué ça à l'avortement. Et là, le projet d'arrêt dit non. Il est vrai que vous pouvez avoir les croyances que vous voulez, mais ça n'implique pas que vous ayez toujours le droit d'agir conformément à ces croyances. Surtout en la matière, s'agissant d'avortement, parce que est en cause la vie d'un être humain à naître, selon le droit du Mississippi. Et donc, vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre subjectivité, votre autonomie, pour affirmer un droit sur un être extérieur. De la même manière, la Cour européenne des droits de l'homme a affirmé à plusieurs reprises que la protection de la vie privée et de l'autonomie ne confère pas un droit à l'avortement. Donc, la question centrale de la vie privée, eh bien, sur cette question, la Cour suprême américaine, ce projet d'arrêt et la Cour européenne des droits de l'homme disent la même chose. La protection de l'autonomie et des privés ne confère pas un droit à l'avortement, parce que, comme le dit la Cour européenne, l'avortement ne met pas seulement en cause la mère. Voilà. Il y a une autre réalité, qu'on l'appelle être humain potentiel, qu'on l'appelle enfant à naître, quel que soit le nom qu'on lui donne, il y a une autre réalité. Ce n'est pas une simple question d'autonomie personnelle, il y a bien plus que ça. Alors finissons sur ce qui pourrait se passer, parce que si ce projet était à peu près adopté en l'état et décidé, la question serait donc bien renvoyée aux États membres, aux États fédérés des États-Unis, et donc on aurait en fait une disparité, certainement certains États conservateurs qui restreindraient beaucoup l'avortement, mais bon, on imagine mal la Californie. Oui, mais aux États-Unis, c'est très fréquent, je veux dire, ce n'est pas un pays uniforme, c'est une fédération, donc il y a effectivement des législations différentes en matière de fiscalité, en matière d'éducation, en matière de santé, sur des sujets aussi très polémiques comme la peine de mort, bien sûr. Enfin, voilà, donc c'est assez habituel qu'il y ait des différences, et il faut respecter aussi ces différences. Donc ça n'a rien finalement d'extraordinaire. Ce qui était anormal, c'était le fait que des juges aient créé et imposé un prétendu droit
il est imposé à l'ensemble du territoire américain. Et alors, par exemple, si on voulait modifier la Constitution américaine, c'est un petit peu le projet en fait que beaucoup de démocrates ont poussé. On dit, écoutez, regardez, cette décision va peut-être sortir, la Cour suprême va peut-être revenir sur Roe contre Wade. Il faut qu'on mette le droit à l'avortement dans la Constitution. Est-ce qu'ils peuvent faire ça ? C'est quand même très compliqué. On entend ça aussi en France avec M. Macron qui a dit la même chose. Alors effectivement, je pense que là, l'administration Biden envisage de passer par le Congrès pour faire imposer, on va dire, de nouveau l'avortement au niveau fédéral. Mais ça me paraît quand même assez périlleux et ce sera difficile pour eux. Ouais.